Bonjour, je m'appelle Cécile Asanuma-Brice, je suis chercheure au CNRS, basée au Japon, et je co-dirige avec Olivier Évrard du CEA un programme de recherche internationale sur les études relatives à Fukushima qui porte le nom de Mitate Lab. Alors certes, les livres sur Fukushima sont désormais nombreux, mais je tenais néanmoins à en écrire un, d'une part parce que il se trouve que j'ai été confrontée à cette catastrophe et que ça s'imposait un petit peu comme une nécessité pour moi que de rédiger cet ouvrage, parce que j'ai pu analyser la situation d'une position qui n'est pas uniquement celle de la position du chercheur, donc complètement extérieure, mais aussi de l'intérieur, puisque j'ai pu suivre pas à pas tout ce qui s'est passé durant ces 10 années. Donc il y a ce point de vue tout à fait particulier qui m'a permis d'avoir un accès de l'analyse des différentes positions. Et ça aussi, c'est un angle d'approche qui peut-être est spécifique à cet ouvrage. C'est-à-dire que j'ai pu analyser les différentes positions des différents acteurs impliqués dans cette catastrophe de Fukushima, qu'il s'agisse des habitants que j'ai pu interviewer au moment des faits, mais aussi j'ai pu les suivre durant ces 10 années pour retracer l'ensemble de leur trajectoire résidentielle, qu'il s'agisse des personnes qui étaient amenées à gérer la catastrophe, donc des administrations, les collectivités locales, mais également des personnes du gouvernement, puisque j'ai pu, l'année passée, interviewer le Premier ministre au moment des faits. Il s'agissait donc d'avoir une analyse sur des différents axes, de décentrer à chaque fois la vision selon la position qu'on pouvait avoir à l'intérieur même de la catastrophe. Et puis il y a un autre point qui est spécifique à cet ouvrage, c'est que c'est certainement le seul ouvrage à avoir couvert toutes les facettes de la catastrophe. J'entends par là l'ensemble des approches, la multidisciplinarité qui est imposée par la nature même de l'accident. C'est ce qu'on essaye également de faire avec l'ensemble des chercheurs qui travaillent avec nous dans Mitate Lab, et c'est sur leurs recherches que cet ouvrage s'est appuyé en abordant à la fois des thématiques relatives à l'épidémiologie, à la psychologie, à la sociologie, à la géologie, enfin bref, à des domaines extrêmement divers que l'on doit mobiliser si l'on veut pouvoir comprendre la complexité d'un désastre nucléaire comme celui-ci. Oui, la violence structurelle, c'est une notion qui s'est imposée en fait assez rapidement quand j'ai commencé à analyser la catastrophe de Fukushima, puisqu'elle était là à chaque étape d'avancement durant ces 10 années. Ça a été d'abord évidemment la violence de l'accident, puis ensuite la violence d'évacuation, puisqu'on sait que l'évacuation s'est faite par vagues, d'abord de 2 km à 3 km, puis 10, puis 20, puis 30, puis un retour. Donc des allers-retours comme ça dans la zone d'évacuation qui ont été extrêmement douloureux pour la population qui a parfois été amenée à déménager plusieurs fois en quelques semaines, en laissant tout derrière elle, sans savoir si ils pourraient rentrer rechercher leurs biens, c'est-à-dire les biens qu'ils ont composés durant toute une vie. Il ne s'agit pas simplement d'emmener sa valise, quoi. Et donc des situations qui ont été extrêmement douloureuses dans le départ, et puis ensuite la violence du relogement,
puisque ces personnes ont été pour partie relogées dans des logements provisoires, pour d'autres dans le parc de logement public, pour d'autres dans le parc de logement privé. Mais en tous les cas, ça ne s'est jamais fait de façon simple. Il y a toujours eu, comme je le disais tout à l'heure, des déménagements multiples qui ont engendré à chaque fois une perte et qui s'est multipliée au fur et à mesure de l'avancement du temps. Et puis une violence de l'attente durant 10 années durant lesquelles le gouvernement a laissé croire aux populations qu'elles pourraient rentrer dans leur village, ce qui va nous amener à la dernière vague de violence structurelle à la gestion de l'accident nucléaire. C'est cette fois le retour, puisque les personnes qui vont rentrer vont être confrontées à un paysage qui a en partie été modifié par les politiques de décontamination, mais aussi modifié parce qu'elle ne comprend plus le vivant qu'elle accueillait avant le départ, puisque les personnes qui y habitaient sont en très grande majorité plus présentes, elles sont parties, que les voisins, la famille, les enfants, les petits-enfants ne sont plus présents, et donc le retour va s'avérer être extrêmement solitaire dans un paysage qui, comme je le précisais, a été parfois extrêmement détérioré. Il y a certainement un autre point qui est lié à la violence que j'évoquais tout à l'heure, mais qui est là de façon sous-jacente à la gestion de toute cette, cette période qui va suivre l'accident nucléaire de Fukushima. C'est l'injonction à la résilience qui va être faite assez rapidement, puisqu'elle va être là dès 2013, et elle va être évidemment mobilisée comme quelque chose de positif. Et là, il faut s'interroger très très rapidement sur la nécessité d'utiliser un tel concept dans un contexte aussi complexe que celui de Fukushima, qui est un contexte assez dégradé, surtout en 2013, et donc demander de façon assez autoritaire aux gens d'être résilients dans un tel contexte, ça n'est absolument pas anodin. Et il faut également s'interroger sur qui utilise ce concept et pourquoi. Et donc, pour faire cette analyse, je me suis, moi, référée à des gens, des psychologues, des sociologues qui avaient travaillé sur la psychologie positive et sur l'étude des émotions dans nos sociétés. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire également lorsque l'on s'interroge sur cette répétition du terme de résilience qui est faite assez systématiquement, que ce soit dans les discours ou qui est également présente dans tous les documents publics relatifs à Fukushima. Nous sommes plusieurs aujourd'hui à s'interroger sur ce concept de résilience, sur ce qui est vu comme une nécessité de s'adapter à un environnement qui, ma foi, ne nous semble pas être le meilleur, et c'est bien pour cela qu'il y a une espèce de résistance contre laquelle il faudrait lutter, et donc on doit s'interroger sur la nécessité de lutter contre cela. Nous avons parfois des sentiments qui sont négatifs, mais qui nous permettent de nous protéger de situations que nous ne devons pas accepter. Nos sentiments négatifs ne sont pas tous à rejeter en bloc, malgré la société qui aujourd'hui va plus dans une volonté de psychologie positive, comme on le sait actuellement. On sait en effet que la psychologie positive est utilisée dans différents domaines pour développer l'acceptation de certaines politiques qui sont mises en place
auprès des populations. Et c'est donc toute cette construction du consentement qu'il nous faut, nous, démonter afin de voir comment elle fonctionne. Alors ça a été également l'objet d'une étude spécifique dans cet ouvrage qui décrit par le menu tous les outils qui ont été mobilisés pour construire cette politique post-Fukushima cette acceptation que j'évoquais juste à présent. C'est passé par ailleurs par la construction de mémoriels tout autour qui sont accueillis par les communes qui sont juste adjacentes à la centrale de Fukushima, et dans ces mémoriels des messages précis sont passés auprès de la population. Donc un à un, j'explique quels sont ces messages, leur sens et leur aboutissant. Et ça nous permet, en fait je pense que c'est un ouvrage qui nous permet vraiment de remettre les bouts du puzzle en place de 2011 jusqu'à nos jours, et de bien voir sur tous les aspects. Il y a un aspect que je n'ai pas évoqué encore là, mais qui est évidemment fondamental, c'est l'aspect épidémiologique, où les guerres de chapelle sont très 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 fortes, où il y a des tensions importantes. Dans le livre, j'explique tout ça, les positions de chacun, et je montre, en fait je pense que je donne le maximum d'informations au lecteur pour qu'il puisse pour qu'il puisse prendre lui-même sa propre position. C'est ce qui me semble être fondamental finalement dans l'étude que j'ai proposée là.